Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que ce deuxième confinement se déroule aussi bien que possible, qu'il n'est pas trop morose et que vous gardez l'optimisme nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions. Je me présente, je suis Marion Ivaldi, rédactrice en chef de Viti. Pour tous ceux qui nous ont suivis la première série de webinaires sur la question de l'export en temps de Covid, je suis ravie de vous retrouver. Et pour tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième série, je suis très heureuse de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour 1 heure et j'espère que cet échange sera fructueux pour vous et votre business. Avec l'annulation des salons, les frontières fermées, la seconde vague de l'épidémie, il n'est pas facile de poursuivre une activité export. Ce webinaire va vous présenter des pistes pour vous accompagner dans vos projets de commercialisation à l'international. Il s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'État français et est réalisé en partenariat avec la super équipe de Business France. Ce webinaire est fait pour que vous posiez vos questions et que vous partagiez vos expériences. Alors, nous allons fonctionner aujourd'hui. Dans un premier temps, François Granier, conseiller référent sectoriel vin et spiritueux de Business France, va vous présenter la météo des marchés du vin. De quoi faire un large tour d'horizon de la situation du commerce du vin sur la planète. Puis, ce sera le tour de Dominique Lévy, directeur de Formosa Winters, qui nous donnera les clés d'entrée sur le marché taïwanais, très peu touché par la crise de la Covid-19. Puis, ce sera à vous de poser vos questions. Pour cela, passons à la météo des marchés du vin. François, quel temps fait-il sur la planète vin aujourd'hui? Bonjour Marion, bonjour à tous. Alors pour faire un rapide tour d'horizon, commençons par le pays où tout a commencé, à savoir la Chine. Alors là-bas, visiblement, il fait beau, la vie a repris son cours, comme on peut le voir dans certains reportages. À Wuhan, par exemple, on sort sans masque, les discothèques sont bondées et on fait comme si le virus n'avait jamais existé. Alors bien sûr, de nouveaux foyers apparaissent de temps en temps, mais ils sont rapidement éradiqués. Concrètement, un confinement total est décrété, des campagnes de dépistage massif sont mises en place jusqu'à ce que le virus en fait ne circule plus du tout. Toute proportion gardée, c'est un système qu'on retrouve dans d'autres régions asiatiques. Hein. C'est un peu ce qui se passe en Corée du Sud, par exemple. La situation est revenue à la normale autour du 19 octobre, après une seconde vague donc de 200, 300 cas en août-septembre. Dans les autres pays asiatiques, au Japon, à Taïwan, on développera un petit peu plus tard, et en Asie du Sud-Est, la circulation est libre à l'intérieur des pays. Les commerces et restaurants sont ouverts. L'activité a repris, même si en fait l'absence de touristes étrangers et de tourisme international, oui, limite un petit peu la reprise du CHR et de certaines activités. On aura l'occasion de le développer plus tard. La situation en fait est un peu plus problématique en Europe où après une accalmie estivale, on assiste depuis un mois environ à une deuxième vague de contamination. Alors, pour y répondre, les États cherchent pour le moment à éviter un reconfinement qui serait aussi strict que celui de printemps, même si certains y ont recours, hein, bien sûr la France, mais également l'Angleterre, l'Irlande, la Grèce, certaines régions du nord de l'Italie ou la Belgique. Alors par confinement moins strict, on entend par exemple que les écoles restent ouvertes, on peut tout de même se déplacer un petit peu. D'autres ont fait le choix d'instaurer un couvre-feu. C'est le cas par exemple dans certaines régions de l'Italie, mais de manière plus générale, lorsqu'on n'a pas de confinement, on assiste surtout à une limitation des rassemblements publics. Alors 4 personnes à Hong Kong, 10 personnes au Danemark, le nombre varie, et au-delà de ces restrictions, à une fermeture totale ou partielle du CHR. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard et on verra les conséquences que ça peut avoir. Voilà. Traversons l'Atlantique. En Amérique, le continent américain semble pour le moment un peu moins touché par cette seconde vague, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas fini d'essuyer les plâtres de la première. On peut penser pour cela à l'intérieur du Brésil ou à certains États des États-Unis. Et par ailleurs, dans ces deux pays où la gestion de la crise a été parfois qualifiée d'hasardeuse, on peut s'inquiéter
à l'orée d'une deuxième vague. Prenons l'exemple américain, les États-Unis ont enregistré plus de 10 millions de cas de Covid-19 et déjà 240 000 décès. Enfin, citons le cas de l'Australie, qui est un petit peu isolé, mais toujours très très touché. Les frontières sont fermées, mais les frontières à l'intérieur même du pays, donc entre les différents États, sont parfois fermées. Il est difficile de circuler à l'intérieur du pays et d'aucuns estiment que les frontières du pays resteront fermées tout 2021. Dans tous les cas, la circulation y est difficile. Tout cela a bien entendu une incidence sur le commerce international en général et sur le marché des vins et spiritueux en particulier. Donc, si on regarde un petit peu les chiffres hein, sur la période mars-avril-mai, les exportations françaises de vin, donc code douanier 2204, hein, tout vin. Donc sur mars-avril-mai, les exportations françaises de vin ont diminué de 15% en volume par rapport à la même période en 2019. Donc on a certes eu un léger rattrapage au début de l'été, bon mois de juin par exemple, mais si on regarde les dernières statistiques sorties, à savoir celles portant sur 8 mois, puisqu'il y a un petit décalage, donc sur 8 mois jusqu'à fin août, on note une diminution des exportations françaises de vin de l'ordre de 7,87% en volume. La baisse est encore plus importante en valeur, de l'ordre de 18%. On a un différentiel volume-valeur qui s'observe surtout pour les AOC. Pour les IGP et les vins de France, il n'y a pas de baisse du prix moyen de la bouteille constatée. Voilà, on va peut-être pas avoir le temps de faire le tour de toutes les catégories, mais la catégorie la plus touchée, bien entendu, le champagne. On est quasiment à moins 30%, enfin, moins 28,64% de volume expédié en moins. Donc, cela peut s'expliquer par le peu d'occasions de faire la fête, malheureusement, en ce début d'année. Et à l'inverse, des régions qui semblent profiter qui semblent rebondir un petit peu plus rapidement, alors principalement sur le marché européen. Le proche export réagit un peu plus rapidement. On a des régions comme la Provence, le Languedoc et le Rhône qui semblent rebondir un petit peu plus rapidement. Voilà pour ce tour d'horizon assez succinct de la situation mondiale. Durant la première partie de l'année 2020, on a vu le développement du e-commerce. Est-ce que la tendance se confirme aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, bon, le développement de la vente en ligne, c'est pas vraiment un fait nouveau. Il y a qu'à voir l'augmentation, ne serait-ce qu'en France, par exemple, du nombre d'acteurs, qui soient donc pure player, c'est 100% digital, ou non. Donc concrètement des cavistes qui ont un relais web, caviste ou supermarché. Donc il y a qu'à voir l'augmentation du nombre d'acteurs pour se faire une idée. Il n'empêche évidemment que la crise de Covid-19 a accéléré les choses. Reste à savoir maintenant si cette accélération sera pérenne ou temporaire. Ça, c'est une autre question. Ce sera d'y répondre un petit peu plus tard. Dans tous les cas, la possibilité pour les consommateurs d'acheter en ligne a participé à ce qu'on pourrait appeler une rationalisation des comportements d'achat. Concrètement, on limite les risques de contamination, on commande depuis chez soi, souvent en grande quantité, on limite les déplacements, on se fait livrer, ou alors on va retirer ses achats en magasin. C'est le principe du drive. De fait, les ventes de vins et spiritueux ont progressé un petit peu partout dans le monde. Enfin, partout là où la vente en ligne de ces produits est autorisée. Là aussi, il y a une réglementation qui varie fortement en fonction des pays. Prenons quelques exemples. En Corée du Sud, elle n'est autorisée que depuis avril. En Thaïlande, elle est interdite depuis septembre. Elle est très réglementée à Taïwan. Au Vietnam, elle est autorisée, mais pas pour les pure players, donc simplement pour les cavistes. En Pologne, elle est officiellement interdite. Enfin, beaucoup d'acteurs enfreignent la loi et proposent une offre en ligne. Dans certains monopoles, seul l'État est autorisé à vendre, et encore depuis peu, depuis 2015 au Québec, depuis 2017 en Ontario, et enfin aux États-Unis par exemple, la situation varie également en fonction des États. Justement, prenons l'exemple américain. Pour des raisons qui étaient essentiellement réglementaires, le e-commerce du vin, il était jusqu'à maintenant peu développé. Le e-commerce, oui, le e-commerce du vin, un peu moins. Il a cependant très fortement progressé pendant la première vague, donc au printemps. Prenons l'exemple du mois de mars. Sur le seul mois de mars, la vente en ligne de vin, les ventes en ligne de vin ont progressé de 291% par rapport à 2019. Bon,
on peut se poser la question de à qui profite cette croissance. Parce que sur les États-Unis, par exemple, en dehors de Drizzly, donc Drizzly, c'est une application, une sorte de Uber du vin. Concrètement, c'est une marketplace qui permet de se faire livrer à la maison les vins des cavistes alentours. Donc en dehors de Drizzly, il semblerait que les grands gagnants du développement de la vente en ligne, en fait, ce soient les producteurs locaux qui, via le DTC, donc Direct to Consumer, concrètement la vente directe par le producteur, il semblerait que ce soit eux qui aient tiré leur épingle du jeu. Le e-commerce leur aurait permis de compenser, voire même plus que compenser, d'après certains organismes comme Rabobank, donc de compenser les pertes liées à la baisse de fréquentation au domaine. Ils vendent depuis au cabot, ils vendent en ligne. On peut se poser la question, est-ce que cette augmentation a vocation à durer ou pas? Dans le cas des États-Unis ou d'autres marchés assez familiers avec la vente en ligne, beaucoup estiment que le retour à la normale passera par une diminution des ventes sur le canal, mais une diminution moins importante que la croissance initiale. Concrètement, on augmente le 300%, on baisse de 200%, au final, on a quand même augmenté. Faut noter qu'il y a des marchés où la vente en ligne, a fortiori la vente en ligne de vin spiritueux, ne fait pas encore partie des mœurs et n'est donc considérée que comme une solution temporaire. Prenons l'exemple de certains pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. À l'inverse, elle peut être un canal à part entière et déjà un canal mature. Prenons l'exemple de la Chine. En Chine, on estime que plus de 25% des vins importés sont achetés en ligne. Okay. Là, par contre, il y a une vraie stratégie à mettre en place pour animer ce réseau. Qu'est-ce qui a été fait pendant le confinement? Prenons l'exemple du brasseur de la marque de bière Qingdao, qui a lancé un programme intitulé Be a Distributor, donc qui consiste à recruter des sortes d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux qui pourront toucher une commission sur les ventes qu'ils génèrent, un petit peu à la manière de réunions de Tupperware, mais en virtuel. Donc voilà, pour résumer, on a la vente en ligne progresse un petit peu partout, mais à moyen terme, en tout cas, les évolutions seront probablement bien différentes. Alors, à l'inverse, le CHR a beaucoup souffert, mais je crois savoir que la situation est inégale suivant les pays. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors pour limiter la propagation du Covid-19, les États ont commencé la plupart du temps par limiter les rassemblements publics, par limiter les interactions sociales et de fil en aiguille, on sont très rapidement arrivés à instaurer des mesures restrictives concernant le CHR, donc le CHR, café, hôtel, restaurant. Faut savoir, petite parenthèse, mais qu'en Europe et en Amérique du Nord, le CHR représente entre 15 et 20% des volumes de vins spiritueux vendus, beaucoup plus en valeur. En Asie, cette part est souvent plus importante, plus de l'ordre de 35%, voire même peut monter jusqu'à 50% selon les pays. Donc on est véritablement sur un débouché de poids. Et ces établissements ont été, donc je l'ai dit, les premiers à fermer au printemps. Alors selon les pays, ils ont depuis rouvert, hein, la situation est différente en fonction des pays, on peut le voir sur la carte. Donc soit ils ont totalement rouvert, c'est le cas par exemple du Japon, hein, où tout est rouvert depuis août, au Nigeria tout est rouvert depuis septembre, ou alors ils ont pu rouvrir de manière partielle. Prenons l'exemple de Toronto, on ne peut plus servir à l'intérieur, ni vendre de l'alcool après 23 heures. De manière générale, lorsque les CHR sont ouverts de manière partielle, on a donc l'obligation d'appliquer les gestes barrières, bien sûr, mais une ouverture à capacité réduite, alors soit en pourcentage d'accueil, ouverture à 30% de capacité, 50%, soit une surface minimum par personne, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, ou soit un nombre de personnes. Voilà. Et on peut aussi avoir une fermeture anticipée, donc un peu plus tôt dans la soirée. Et dans d'autres pays, enfin, les CHR sont totalement fermés. Alors, soit ils n'ont pas du tout rouvert, comme c'est le cas, il me semble, à Singapour, soit en dehors des pays confinés, on a des fermetures locales, en Allemagne, en Espagne, il me semble, également en République tchèque ou aux Pays-Bas. Alors, le problème derrière ça, c'est que la fermeture du réseau off-trade
Donc la fermeture totale au printemps, puis sa réouverture seulement provisoire, risque en fait d'avoir des conséquences de long terme sur un secteur qui est déjà bien souvent fragilisé. Pour donner un ordre d'idée, on estime que dans beaucoup de pays, environ 30% des établissements ne se relèveront pas. Encore quelques chiffres aux États-Unis sur mars-avril, donc le cœur de la première vague, le chiffre d'affaires du CHR, donc boissons et nourriture, hein, donc tous les restaurants, a baissé de 75%. Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires des pubs et restaurants sur la période avril-mai-juin a baissé de 87%, ce qui représente en fait un manque à gagner de l'ordre de 30 milliards de livres, ce qui est assez conséquent. Et au-delà de ça, on a un effritement du nombre d'établissements, mais là qui est moins conjoncturel, qui est un peu plus structurel. Aux États-Unis, entre 2001 et 2019, le nombre d'établissements vendant de l'alcool a diminué de 19%. On consomme plus souvent à domicile, via Uber Eats, via les autres applications, et par ailleurs, on n'a plus besoin d'aller au bar pour voir des matchs. Le principe du pay-per-view, où on achète à la demande les matchs qui sont diffusés. Donc en fait, on transfère le lieu de socialisation à la maison. C'est un petit peu la même chose au Royaume-Uni. Le nombre de pubs, donc entre 2001 et 2019, a baissé de 22,3%. Et le confinement a permis de nouvelles pratiques. Les occasions de consommer l'alcool se sont paradoxalement multipliées. Développement des apéros Skype, on joue les apprentis mixologues, etc. Et la consommation est de plus en plus individualisée. Concrètement, on arrive à vivre sans sortir. Donc, et je terminerai par là. Quand les CHR rouvrent, il y a des mesures qui font que tout devient très rapidement très formel pour les consommateurs. Il faut réserver, on a une capacité réduite, il faut laisser son nom, ses coordonnées. On perd en convivialité. La sortie devient assez vite assez formelle, ce qui peut déranger. À l'inverse, le cadre informel se retrouve à la maison. Et par ailleurs, juste un petit détail sur la réouverture du CHR, la généralisation du télétravail a aussi des conséquences. À Hong Kong, par exemple, on note que les restaurants de banlieue résistent mieux que ceux de centre-ville, parce qu'il y a peu de touristes en centre-ville et que les travailleurs qui normalement déjeunaient en centre-ville à proximité de leur bureau, comme ils font du télétravail, ils fréquentent les restaurants à côté de chez eux, donc en banlieue. Et oui, dernière chose, la baisse des ventes en CHR n'a pas été, il faut pas le croire, compensée par l'augmentation des ventes sur le réseau off-trade, donc GMS et cavistes. On a bu plus à la maison, mais ça n'a pas compensé la perte en CHR. Pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, il aurait fallu une augmentation des ventes donc chez les GMS et cavistes 2 fois plus importante que ce qu'elle a été pour qu'il y ait eu cet équilibrage. Le problème, c'est que bien souvent, c'est via le CHR que les consommateurs découvrent de nouveaux produits. C'est aussi un secteur où l'offre française et l'offre milieu de gamme sont particulièrement bien représentées, et ce qui est en fait un petit peu inquiétant pour l'avenir. Voilà ce que j'avais à dire rapidement pour le secteur CHR. Merci François pour cette météo. Monsieur Lévy, je me tourne vers vous. Votre société est une entreprise historique du commerce du vin à Taïwan, puisqu'elle a été créée en 1997. Vous importez les primeurs bordelais, mais aussi les grandes marques emblématiques des régions viticoles du monde. Votre société possède également un restaurant caviste et l'ouverture d'un second restaurant est en préparation. Vous proposez aussi à certains de vos clients des voyages no touristiques dans les plus beaux vignobles du monde. Autant dire que vous connaissez très bien le marché taïwanais qui a la fabuleuse chance de ne pas connaître ce qu'est un confinement. Il y a eu seulement 7 morts à Taïwan depuis le début de l'épidémie. Bref, vous vivez dans un paradis. Et j'ai envie de vous demander quelles sont les clés d'accès de ce marché paradisiaque. Très bien, bonjour Marion et merci. Je suis ravi de pouvoir communiquer avec vous sur ce marché de Taïwan. Effectivement, on a l'impression d'être non pas dans un paradis, mais sur une autre planète, puisque ici, il n'y a pas de confinement. Les restaurants, que ce soit en centre-ville ou en banlieue, marchent très bien. Et on a assez peu souffert, en fait, le marché du vin a assez peu souffert des problèmes sanitaires.
Alors, quelques clés du marché, quelques spécificités. Bon, il faut savoir que Taïwan est un marché où, je vais commencer par les couleurs, parce que c'est important. Les Taïwanais boivent essentiellement du vin rouge, plutôt tannique, parce qu'ils considèrent que le rouge est un vin qui est bon pour le vin rouge est bon pour la santé. Et c'est quelque chose qui est dans l'esprit des Taïwanais depuis les années 1990-95. Voilà. C'est aussi lié à leur mode de consommation parce que par rapport dans le monde chinois, quand on dîne ou quand on déjeune, en fait, nous, on a l'habitude donc d'apprécier, c'est un mode de loisir, alors que chez les Chinois, c'est plutôt chaque plat sur la table a une fonction de santé pour le corps. Donc vous avez plusieurs types de plats, vous avez donc des viandes, des crustacés, du tofu, des légumes, etc. Et donc le vin, si vous voulez, en fait, vient compléter. Donc c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Et donc le rouge, j'ai pas de statistiques exactes, mais je pense que, à mon avis, ça devrait représenter quand même 85% de la consommation ici à Taïwan. Le blanc, donc, est un élément qui, pour les Taïwanais, est un élément donc qui est moins apprécié, surtout pour une chose, c'est qu'il faut le consommer froid. Or, dans la cuisine chinoise, vous n'avez pas d'éléments froids, vous n'avez pas de plat froid, vous n'avez pas de salade, ça n'existe pas. Tout est cuit. Donc le blanc est pas si apprécié, même par les femmes. Les femmes préfèrent en général boire du vin rouge. Et pour ce qui concerne les bulles, assez peu de consommation de champagne, comment dirais-je, de vin effervescent sur Taïwan. C'est en léger décollage, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, c'est l'une des premières caractéristiques. Les hommes préfèrent des vins un peu charpentés, puissants. Les femmes à Taïwan préfèrent plutôt des vins un peu doux, je ne veux pas dire sucrés, mais doux et comment dirais-je, fruités. Et des vins dont la couleur est intense. Par exemple, les Taïwanais, je fais toujours la comparaison entre, par exemple, le Pinot Noir, le Grenache ou le Cabernet Sauvignon. Ils vont tout de suite préférer le Grenache parce que ça a une couleur très intense. Et le Pinot Noir, visuellement, ils vont avoir plus de mal à l'apprécier, surtout qu'il y a beaucoup d'acidité. Alors, il faut savoir aussi que les Taïwanais, dans la cuisine taïwanaise, les mélanges, l'acide, le sucré, l'amertume, tout cela est mélangé dans la cuisine taïwanaise, alors que nous, dans nos plats, c'est vraiment très séparé. Et donc, ils sont souvent gênés par des vins qui sont un peu trop tanniques ou des vins qui sont, par exemple, avec trop d'acidité. Donc, ils vont préférer des vins qui ont une certaine rondeur, je vais dire. Voilà. Le Grenache, par exemple, le Cabernet Sauvignon, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, les vins de la Méditerranée, les vins qui sont dans des climats méditerranéens, vont être plus faciles pour les Taïwanais à être appréciés que des vins, par exemple, qui sont sur des climats continentaux, comme par exemple la Bourgogne ou des climats océaniques. Alors, sur le marché de Taïwan, il faut savoir que les Taïwanais n'ont pas une grande connaissance du vin. Donc, pour eux, alors là, je vais venir à un autre aspect, c'est l'habillage. L'habillage des bouteilles est important parce que ici, on est donc dans un monde chinois. Une étiquette est assez compliquée pour les Taïwanais. Qu'est-ce qu'ils voient sur l'étiquette? Ils voient deux choses. Ils voient le millésime et ils voient, par exemple, s'il y a un château ou un vignoble. Voilà, c'est ce qu'ils vont retenir. Ils vont jamais retenir le nom du vin. Donc, l'étiquette est importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer ces étiquettes juste pour le marché de Taïwan, mais simplement, il faut noter que, par exemple, les vins du Nouveau Monde, pour ça, sont très forts. Euh, il y a souvent, par exemple, pour les vins australiens, des animaux, par exemple. Donc, c'est plus facile. Moi, par exemple, j'ai un vin qui vient du sud de la France et il y a une grenouille sur l'étiquette. Eh bien, nos clients s'ils apprécient ce vin, ils vont lui demander le vin de la grenouille. Ils vont jamais donner le nom du vin. Donc ça, c'est une des complications. Donc l'habillage est important, autant que le prix, autant que la qualité du produit. Voilà.
Au niveau de la distribution, alors déjà aussi une autre chose que je voulais souligner, qui est une particularité de Taïwan. Alors déjà, il n'y a pas de e-commerce ici, ça n'existe pas parce que c'est interdit et c'était bien indiqué dans la présentation précédente. En restauration, on a très peu de l'hôtellerie, ce qu'on appelle le CHR. En fait, il y a très peu de ventes dans le CHR parce que les Taïwanais, depuis de nombreuses années, ont l'habitude d'apporter leur propre bouteille. Pour les amateurs de vin, vont apporter leur propre bouteille en restauration. Ça, c'est vraiment une des particularités de Taïwan. C'est un petit peu complexe parce qu'on pense que la consommation à Taïwan ne pourra vraiment décoller que quand il y aura vraiment une offre, belle offre en CHR. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Et donc, je viens sur une autre particularité du marché de Taïwan, c'est quand on veut choisir, par exemple, un importateur, il faut vraiment savoir à qui on a affaire. Il y a à peu près 400 importateurs sur Taïwan. La majorité des importateurs ici, comme on n'a pas de magasin, on n'a pas de caviste, ça n'existe pratiquement pas à Taïwan. Bien sûr, on a les grandes surfaces, on a Carrefour qui est un grand acteur de Taïwan, il est plutôt dans l'entrée et le moyen de gamme. On a également Artimart qui est en fait le groupe Auchan avec 26 magasins. Et on a un troisième groupe qui est un groupe américain, Costco. Bon, là où il y a des ventes des vins. Mais quand vous avez un distributeur, il y a en fait deux gros marchés, si vous voulez. Je mets à part la grande distribution. Vous avez les distributeurs. La distribution à Taïwan est extrêmement segmentée. Vous avez des petits, moyens et gros distributeurs. Voilà. Donc nous, en tant qu'importateurs, si vous voulez, on va essayer de trouver le distributeur qui correspond à la gamme des produits que nous on a. Et l'autre partie, la grande partie des ventes ici à Taïwan se font aux particuliers, directement aux particuliers. Donc, vendre du vin à Taïwan, ça demande pour les importateurs comme pour les distributeurs énormément d'efforts, énormément d'événements, énormément de repas, énormément de promotions pour faire comprendre la spécificité de ces produits. Donc, quand on sélectionne un importateur pour ces vins, je pense qu'il faut faire très attention à savoir où est-ce qu'il a ses pieds. Est-ce qu'il est plutôt, par exemple, si vous avez des vins très haut de gamme, vous n'allez pas les vendre en restauration, ça c'est sûr. Mais vous allez les vendre à un distributeur qui a son groupe de particuliers, je dirais des VIP, à qui il va proposer les produits. Donc les produits, on va pas forcément les voir sur le marché. Ça va être vraiment de la vente interne. Moi, je travaille avec beaucoup d'acheteurs d'étiquettes, des gens qui ont des collections extraordinaires de vins. Ces vins-là, on les voit pas sur le marché. Donc, il est important de savoir si l'importateur est plutôt orienté distribution ou distribution avec. Il peut faire les deux. Il peut également avoir une partie VIP, donc particulier, une partie distribution. Voilà. Voilà. Bon, j'ai exposé 3 points. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler de la segmentation du marché par le prix? Oui, alors, donc, effectivement, ici à Taïwan, on n'a pas des taxes très importantes. On a 10% sur les vins tranquilles et 20% sur les vins effervescents, compris les champagnes, les créments, par exemple, tout ce qui était effervescent, on 20% de taxes. Donc, les taxes sont pas très importantes. Mais il faut savoir qu'à Taïwan, le vin ne tourne pas comme on peut voir par rapport en France. C'est-à-dire que les vins, nous on a donc 3 magasins. Je vois bien comment les vins se distribuent. Il n'y a pas, si vous voulez, une vente il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente au passage. Les gens ne rentrent pas dans les magasins de vin pour acheter du vin. Donc il faut faire beaucoup de promotions pour vendre le vin. Le vin coûte cher à d'abord en logistique, parce qu'il faut pouvoir les conserver. Le climat ici est pas propre à conserver le vin, donc ça coûte très cher. Donc un vin, si vous voulez, des vins entrée de gamme, par exemple, moi j'ai beaucoup de Français, par exemple, qui me disent mais pourquoi à Taïwan on trouve pas de vin à 2-3 euros? C'est impossible parce que vous avez des taxes, vous avez une taxe d'assises déjà de 1,50 €, et ensuite vous avez les taxes, etc., vous avez la logistique. Donc ici, à Carrefour, par exemple, le panier moyen tourne autour de 10 euros. Voilà, 10 euros. Donc, vous avez donc la partie entrée de gamme, c'est plutôt les grandes surfaces, entrée de gamme plus moyen de gamme.
Ensuite, vous avez tout ce qui est milieu de gamme, et je veux dire que le milieu de gamme, ça va pas être la restauration, parce que la restauration elle-même va acheter des vins vraiment très entrée de gamme. C'est plutôt ce que je vais appeler la clientèle, une clientèle particulière, et quelques cavistes, bien entendu. Et puis après ça, vous avez le haut de gamme, où là, ça s'adresse principalement à des collectionneurs. Donc vraiment, on a vraiment deux marchés extrêmes, un marché vraiment très, très entrée de gamme, un peu plus difficile pour le moyen de gamme, et on a un marché qui est très dynamique pour tout ce qui est les vins, je vais dire les vins prestigieux, les vins de prestige. Bien, on vous a sollicité pour un petit sondage. Vous êtes 83% à ne pas exporter à Taïwan. Donc, vous voyez, Monsieur Lévy, il y a très peu de notre audience ce matin qui connaissent bien Taïwan. Et nos auditeurs ont pas mal de questions sur le style de vin, les catégories de vin qui sont recherchées à Taïwan. On m'a posé des questions sur le vin rosé, notamment. Est-ce qu'il est apprécié? Les vins bio, HVE, viticulture durable, tous ces vins d'une viticulture propre. Et il y a aussi une question sur la Syrah. Donc, 3 questions autour des styles de vin. D'accord, très facile. Ça va être rapide. Sur les vins rosés, il n'y a pas de marché. Les Taïwanais ne comprennent pas le vin rosé. Ils pensent que c'est un mélange de blanc et de rouge. En plus, le vin rosé, le souci du vin rosé, c'est que vraiment, c'est des vins qu'il faut boire très frais, il faut les boire jeunes. Et ici, à Taïwan, les gens pensent, même pour des vins à 3-4 euros, pensent que plus on garde le vin longtemps, et meilleur il est. Donc ça, c'est un mauvais concept. Il n'y a vraiment pas de marché. J'ai sauvé plusieurs importateurs en leur disant surtout n'importez pas le rosé parce qu'on peut en importer quelques caisses, bien entendu, c'est pas le souci, mais il n'y a pas vraiment un marché de rosé. Vous n'en trouverez pas vraiment à Taïwan, malheureusement, parce que je trouve que c'est un vin, je joue avec mes clients, on va boire du vin rosé, ils trouvent ça extraordinaire, très bon, mais ils n'auront jamais l'idée d'acheter une bouteille de rosé. Ça, c'est vraiment une particularité. Question la Syrah. Alors, la Syrah, oui, ils aiment bien la Syrah, mais la Syrah d'Australie. J'adore la Syrah d'Australie, la Syrah chaude, hein, la Syrah des climats extrêmes. Nous, en Côte-du-Rhône, ils vont plutôt préférer, je veux dire, ils vont plutôt préférer ce qu'on appelle le GSM, hein, le Grenache Syrah Mourvèdre. Ça, c'est un bel assemblage que les Taïwanais apprécient beaucoup. Ils apprécient beaucoup. La Syrah d'Australie l'apprécie beaucoup. La Syrah française, Hermitage, par exemple, c'est apprécié un peu moins peut-être, mais c'est également apprécié. Et votre troisième question? La troisième question, c'est les vins HVE, bio. Ah, les vins bio, bio. Oui, alors compliqué, parce que nous, on a essayé, on importe même, j'apporte une huile d'olive bio française, l'une des meilleures huiles. C'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, ils ne reconnaissent pas les certificats, par exemple AB ou EcoCert en France. Il faut refaire toutes les analyses pour avoir un numéro d'agrément comme quoi le vin est bio. Et même si alors je l'ai déjà fait pour les vins, mais même si je réimporte le même vin, la même étiquette, le même millésime dans une importation différente, suivante, je suis obligé de refaire comment dirais-je, une demande d'agrément. Donc ça, c'est la difficulté que nous, on a en tant qu'importateur. Maintenant, le client taïwanais, lui, il comprend pas très bien, enfin, il comprend le concept bio, mais pour le vin, il nous pose souvent la question suivante, mais si ce vin est bio, ça veut dire que le reste n'est pas bon. Donc, en fait, il est compliqué de répondre à cette question. Donc, si vous voulez, le vin bio, il y a un certain marché ici à Taïwan, en biodynamie. Il y a même une certaine mode de vin naturel. Alors ça, ce sont des sommeliers qui, entre eux, il y a une certaine mode sur les vins naturels. Mais on va pas dire que le Taïwanais va dire oui, c'est bien, il est bio, mais c'est pas vraiment l'élément qui va le décider à acheter le vin. Ça va être important. Il va regarder le prix, il va regarder l'étiquette, bien entendu. Il va regarder la provenance. Bon, si ça vient de Bordeaux, c'est mieux que si ça vient de, je sais pas moi, de Priorat ou du Piemonte. Mais il va regarder l'étiquette, le nom est important, l'étiquette est très importante. Pour lui, si vous voulez, même si les Taïwanais vont acheter un vin
qui est entrée de gamme. Pour lui, c'est un vin, c'est un produit qui vient de l'étranger. Et donc, c'est un produit c'est un vin de prestige, un produit de prestige. Il n'y a pas de consommation de vin à Taïwan, ça n'existe. Il n'y a pas de production de vin, très, très, très petite, très mineure. Mais pour le Taïwanais, même s'il achète un vin entrée de gamme, il va acheter souvent il va acheter sur l'étiquette, sur l'apparence, sur l'habillage. Le prix, bien sûr, compte. Et il va être très exigeant sur l'habillage. Même s'il y a un petit défaut sur l'habillage, par exemple sur l'étiquette, il va préférer un autre vin, un autre habillage qui n'a pas d'étiquette. Voilà. Bien, on va prendre une question par oral. C'est la question de Birt Johnson, qui est journaliste. Birt, est-ce que vous êtes là? Il faut ouvrir votre micro pour que vous puissiez parler. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, alors ma question, bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Ma question c'est, est-ce que les vignerons français ou d'ailleurs viennent pour faire des masterclass, un pour les importateurs et deux pour les amoureux du vin, histoire d'expliquer le produit et sa production, parce que ce que j'entends, c'est aussi une méconnaissance du produit, une méconnaissance des méthodes de production et de cultivation. Mais absolument, alors ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est un point important. Il faut venir souvent sur ce marché de Taïwan parce que ils ont besoin et ils aiment que les viticulteurs viennent, que les vignerons viennent, que les domaines viennent ici, que les châteaux viennent. C'est très, très important pour faire la promotion, pour éduquer. On n'arrête pas d'éduquer. On éduque tous les jours, tous les jours. Ça, c'est notre métier ici. C'est éduquer, promouvoir. Moi-même, j'ai un emploi du temps extrêmement serré, mais je me force à aller dans notre restaurant le vendredi soir, prendre le tablier et vendre le vin, et montrer déjà à nos commerciaux comment on vend du vin, comment on fait la promotion du vin. Et on fait toujours de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Et je pense que c'est même plus intéressant que de participer à des salons. Je dis toujours qu'il faudrait en fait faire, je suis un peu un spécialiste de ce domaine-là, l'accord des vins et de la cuisine asiatique, enfin la cuisine chinoise, disons, asiatique, c'est très large, et cuisine chinoise. Je sais très bien associer les vins avec la cuisine chinoise. C'est là où vraiment il faudrait faire un gros effort pour que la restauration chinoise, qui est majoritaire ici, bien entendu, c'est une banalité, puisse enfin proposer des vins, puisse être intéressé et qu'ils comprennent que en vendant du vin, il y a une partie du profit qui peut se faire, puisqu'ici, en général, les consommateurs qui connaissent le vin viennent avec leur propre bouteille, donc c'est un manque à gagner pour la restauration. Alors, je finirai juste, puisque je parle de restauration, le type de restauration qui se trouve à Taïwan. Vous avez la restauration chinoise de toute la Chine, c'est historique, excellente, l'une des meilleures cuisines chinoises qui existent au monde, mais si ce n'est pas la meilleure. La cuisine japonaise, ils ont été occupés par le Japon entre 1895 et 1945, pendant 50 ans. Ça a beaucoup marqué le pays et il y a une très très belle restauration japonaise. Alors, restauration occidentale, des Italiens qui sont là, beaucoup d'Italiens qui sont installés. Alors, les Italiens, c'est leur habitude, ils importent leur propre vin, donc voilà, déjà, on n'a pas de vin à leur proposer. Et un peu de restauration française, mais difficile, compliqué. Les Chinois, les Taïwanais comprennent pas trop. J'ai connu beaucoup de restaurateurs français ici qui sont installés, assez compliqués, ils n'ont pas le temps. Les Taïwanais, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de s'asseoir une heure ou deux pour. Mais je reviens donc sur votre question, effectivement, il faut éduquer ces Taïwanais. Et en plus, il y a une chose extraordinaire, c'est que les Taïwanais, n'oublions pas que ce sont les enfants de Confucius, qu'on est ici dans la Chine traditionnelle, ils adorent apprendre. Ils adorent apprendre. Ils ont une soif d'apprendre qui est extraordinaire. Moi, je donne beaucoup de cours, personnellement, j'en donne énormément dans les universités ou lors de repas, etc. Ils adorent apprendre. Et ils continuent et je connais donc je connais donc des collectionneurs ici, des gens qui connaissent la Bourgogne et Bordeaux sur le bout des doigts. C'est incroyable. Et il faut pas oublier les Taïwanais, c'est un peu comme en France, nous on a une sensibilité à la gastronomie. Et bon, je dis toujours que les deux gastronomies dans le monde, c'est la gastronomie française et chinoise. Et ils ont ils savent très bien déguster. Ils apprennent très très vite et ils sont très fins. Ils sont très fins. Ils repèrent tout de suite dans les vins qu'est-ce qui fait leur spécificité. Ça c'est vraiment très agréable.
Ça rejoint, votre témoignage rejoint une question de Caroline Santoyo qui s'interrogeait sur la demande en matière d'éducation au vin et notamment le WSET. Est-ce que WSET marche très très bien ici. Ça, je suis très content. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de professeurs qui font des cours de WSET. Ça marche très très bien à Taïwan. D'autant plus pendant la période qu'on vient de passer, puisque les gens peuvent pas sortir. Donc, vous avez beaucoup de gens donc les Taïwanais sont des grands voyageurs. Donc, pouvant pas voyager, j'ai beaucoup d'amis qui ont suivi les cours de WSET. C'est bien, c'est très bien. Et on a aussi une Taiwan Sommelier Association ici à Taïwan qui est très active, avec à peu près 200 sommeliers qui font partie de cette association. Voilà. Alors, on a parmi notre audience quelques producteurs de champagne et d'effervescents qui donc ont bien compris que c'était compliqué d'attaquer le marché taïwanais, mais ils cherchent quand même une petite façon de percer. Donc, oui. certains sont c'est facile, sur en fait. les moments de consommation. Est-ce qu'il y aurait des moments de consommation qui seraient adéquats pour des vins effervescents et ou du champagne ou est-ce que la restauration haut de gamme pourrait être intéressée? Non, il y a la restauration haut de gamme, il faut oublier. Ils vont prendre du cava, du prosecco, de l'ambrosco. Champagne, c'est cher, champagne. Il y en a du champagne. Je connais bien le marché du champagne. Par contre, le champagne, moi, je conseille, si on veut vendre du champagne, on peut en vendre, mais il faut trouver des gens qui vendent à la clientèle particulière. Faut pas espérer que Moët & Chandon, par exemple, c'est une marque, ils ont une promotion énorme dans les bars, dans les restaurants, etc. On les voit partout, ça leur coûte extrêmement cher. Moi, je dis que si on veut vendre du champagne à Taïwan, on fait un produit haut de gamme ici, il faut le comprendre, c'est pas facile non plus pour les Taïwanais de comprendre le champagne. Pour nous, c'est déjà compliqué, alors pour les Taïwanais, c'est d'autant plus compliqué. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui a un réseau de particuliers. Voilà. Qui a un réseau de particuliers qui faire goûter. Parce que là, la distribution, quand vous distribuez, vous allez vous trouver, le champagne va se trouver à côté de cava, de prosecco, de lambrusco, de crément. Et les Taïwanais, comme je vous disais tout à l'heure, ils peuvent pas lire l'étiquette. Ils savent pas lire une étiquette de champagne avec une étiquette de cava. Pour eux, tout ça, c'est deux vins pétillants. Le cava, il est 4 fois moins cher que le champagne. On va dire, je prends une bouteille de cava. C'est simple. Donc, si vous voulez, dans les magasins, on n'a pas des beaux magasins, on n'a pas des beaux magasins comme on peut avoir en France pour la vente du vin avec des cavistes. Non, ça n'existe pas ici à Taïwan. C'est vraiment, c'est la clientèle particulière qui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens fortunés qui se lancent dans le vin, un peu comme s'ils avaient une danseuse. Ils achètent une boutique. C'est facile d'importer du vin, il suffit d'aller sur un salon, commander des vins américains, des vins français, des vins australiens. Là, on a fait une boutique. Après ça, la difficulté, c'est de les vendre. C'est facile d'acheter, c'est compliqué à vendre parce que c'est pas le fait il faut connaître beaucoup de particuliers. Nous, on est sur le marché depuis 22 ans, donc c'est vrai qu'on a engrangé depuis 22 ans un nombre important de particuliers qui nous font confiance et qui nous recommandent régulièrement. Mais pour le marché de Taïwan, effectivement, pour le champagne, je pense que l'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui est passionné par le champagne et qui est prêt à s'engager à vendre ça à la clientèle particulière. Vous avez aussi une vente qui se fait pas mal, qui fonctionne pas bien parce qu'on peut pas vendre sur le web. Et par contre, vous avez des groupes sur Internet. Vous avez des groupes qui peuvent être, ça peut être des milliers de gens. Et vous avez des gens qui animent ces groupes. Alors, ils vendent des savons, des eaux de toilette, tout un tas de trucs, des vêtements. Mais parfois, on leur donne du vin. Et alors, c'est extraordinaire. Vous vendez 10, 20 caisses en 1 heure. Vous avez tout d'un coup. Donc, mais alors, c'est-à-dire qu'il faut connaître ces gens-là. Voilà. C'est pas évident à voir sur le marché. C'est un marché un peu compliqué pour ça. Alors, on va parler un peu packaging. J'ai une question autour du bib, savoir si le bib est acheté, créer l'intérêt des consommateurs. Non, pas d'intérêt pour le. Alors, sauf que j'ai vu justement de votre revue, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un bib de 2,25 litres qui est vraiment super.
Mais le bib de 5 litres, Costco a essayé d'en mettre à un moment donné. Non, ça n'a pas fonctionné. Même dans la restauration, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils trouvent que, alors vraiment, là, je rappelle que le vin, c'est quand même un produit de prestige, même si c'est un vin entrée de gamme, même si c'est un vin à 2-3 euros ou 1 euro. Pour les Taïwanais, c'est un produit qui vient de l'étranger, donc c'est un vin prestige. Et donc non, le bib, il n'y a pas de marché. Personne n'en fait ici. Costco en fait de temps en temps. Il n'y a pas de, si vous voulez, les Taïwanais ils font pas de pique-nique, ils vont pas dehors boire du vin, etc. Le vin, ça reste quand même quelque chose, ça reste toujours. Et vous avez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, un secrétaire va gagner, bon, disons 30 000 NT ou disons 1 000 euros. Une bouteille de vin, si elle veut acheter une bouteille de vin, c'est 10 euros. Donc c'est quand même cher par rapport à son de vin entrée de gamme, vraiment très entrée de gamme. Donc c'est quand même cher par rapport à son salaire. Les salaires ne sont pas non plus très élevés à Taïwan. Donc le vin reste quand même un produit de luxe. Et sur les bibs, très très peu. On a essayé nous-mêmes, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis c'est compliqué. Puis ça se détériore vite. C'est-à-dire que ici c'est quand même un climat qui est très rude. Hein. Il fait chaud. C'est très humide, donc les matériaux souffrent énormément et l'aspect extérieur est important. Donc c'est pour ça que la bouteille c'est l'idéal. D'accord. Et une autre question sur les habillages. Est-ce qu'il y a des couleurs à choisir en priorité comme ça peut être Alors bon, conseillé? pour les codes couleurs c'est compliqué parce que c'est très, comment dirais-je, subjectif. Mais il faut savoir les deux couleurs importantes en Chine. Ici, la couleur, le rouge, qui est la couleur du mariage, donc effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des habillages rouges, c'est pas ce que je veux dire. Et le blanc. Le blanc, c'est la couleur du deuil. Donc ça, c'est deux couleurs qui sont importantes. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des habillages blancs. Non, je pense qu'il faut faire des choses assez simples. Moi, je sais pas si j'en ai ici, non, je sais pas cette bouteille ici, mais je pourrais vous montrer, par exemple, j'ai une bouteille espagnole pour vous dire exactement, pour vous faire comprendre exactement. Bouteille espagnole et le nom du vin, c'est 那个我们有拍吗？那个 Joe， 我们有拍的瓶子这里吗？拍，你有吗？Bon, j'ai pas au bureau. Donc dessus, si vous voulez, il y a juste un pi, c'est le signe, le signe mathématique du pi. Et ce vin s'appelle pi. Les Taïwanais, alors il a deux chances. Soit on l'aime, donc les gens vont oublier pi, mais si les consommateurs aiment ce vin, c'est formidable parce ils viennent en restauration, nos distributeurs nous disent, je veux du pi. Très facile à retenir. Donc l'habillage va être important, mais bon, faut pas non plus. Il y a quand même des gens qui savent lire l'anglais, qui parlent anglais, qui savent lire les étiquettes, qui comprennent petit à petit. Et c'est vrai que l'habillage parfois a son importance. Je dirais, il a plus son importance pour les produits entrée de gamme, entrée moyenne de gamme, alors que moyen, haut et haut de gamme, ça a moins d'importance. Mais vous voyez, par exemple, les Bordelais, il y a quelques années, ont changé complètement leurs habillages parce qu'ils ont créé des marques. Tout ce qui était adresse du domaine, volume de la bouteille, taux alcoolique, tout ça s'est passé sur la contre-étiquette. J'ai vu la principale étiquette. Et ils ont fait des marques. Ils ont fait des vins de marque. Alors, je ne vais pas en citer, mais tout le monde connaît. Et c'est vraiment des marques. C'est facile à lire, c'est facile à reconnaître. Comment dire, l'étiquette est très épurée pour justement que ce soit bien reconnaissable avec un dessin. Vous savez, moi, mon premier client à Taïwan m'a dit, j'ai bu un vin, c'était il y a 30 ans, j'ai bu un vin formidable, il faut que tu me le retrouves. J'ai dit oui, super, c'était quoi? Il me dit, je ne me rappelle que d'une chose, dessus, il y avait un bâtiment. J'ai dit, il y avait quoi d'autre? Il dit, je ne veux pas. J'ai dit, bon, ça va être compliqué. On va vous proposer autre chose. Bien, on aura compris, simplifier au maximum les habillages. Et comme je vous expliquais, c'est comme si je vous demandais d'aller acheter une bouteille de soja dans un supermarché chinois. Ouais. Tout est en chinois dessus, donc vous allez regarder la forme de la bouteille, et comme vous allez vouloir me l'offrir, certainement, vous allez chercher la plus chère en vous disant que c'est la meilleure.
Voilà. Donc, c'est compliqué, hein. Les Taïwanais, c'est comme vous, quand si vous étiez dans un supermarché chinois à vouloir acheter une bouteille de soja. Vous en avez une dizaine, vous avez des prix pour vous repérer, et puis vous avez les habillages. Et c'est les habillages qui vont vous déterminer. Ou alors, il faut aller chercher quelqu'un qui vous conseille suivant vos besoins. C'est avec ces yeux-là qu'il faut voir qu'il voit les bouteilles de vin. Merci pour ce témoignage. Pour rester sur la question du packaging, je me tourne vers François et je reviens sur la question du bib. Est-ce que d'une manière générale, on voit une croissance de la commercialisation du bib depuis 2020 début. J'en vois pas du tout sur le marché. Et je connais pas d'importateur qui en fasse. Je vous dis Costco, donc les Américains, en font pas toujours, en font de temps en temps, plutôt en été. Mais un restaurateur, par exemple, déjà, si vous voulez, un restaurateur, en général, comme je l'expliquais, il connaît pas le vin. Donc, en majorité, ils ne connaissent pas le vin. Et donc, acheter un bib, donc c'est un certain montant, il va se dire, bah, le vin, je vais pas avoir une grosse distribution, donc je vous arrête, Dominique. La question était pour François Granier. Ah bon, d'accord, ok. Oh, je suis désolé. Pardon, il n'y a pas de problème. Je serais assez curieux. Alors sur d'autres marchés, on a une croissance du PIB, mais sur des marchés très qu'on va peut-être qualifier de pragmatiques. Sur le marché, prenons l'exemple du marché américain, où on a une croissance du PIB, mais on a aussi une croissance des packaging alternatifs. C'est assez surprenant parce que dans le même temps, on a la croissance du PIB qui était déjà parfois installée, et la croissance des canettes ou des petits contenants, parce que on boit tout seul à la maison et que ou alors on va boire au parc, ou alors on va boire ailleurs, mais parce que c'est quelque chose qui s'est inscrit via l'offre locale, et l'augmentation des ventes de bib. Ça peut s'inscrire dans le côté rationalisation de la demande dont je parlais rapidement tout à l'heure. Concrètement, on cherche à limiter les sorties, à limiter les achats, et donc soit on achète du bib, soit on achète en grande quantité. Et donc sur les marchés où le bib est établi, donc on peut penser à l'Amérique du Nord, mais on peut aussi penser à la Scandinavie. Je crois qu'en Suède, c'est plus du tiers ou 40% des volumes qui sont vendus en bib. Donc on est parce que on est sur des marchés un peu plus peut-être un peu plus pragmatiques pour ça. Et il y a aussi sur les marchés nordiques un élément à pas négliger, ce côté éco-responsable. Donc on est sur un packaging plus léger et qui est plus facilement qui est plus léger. Une autre question qui s'adressait à vous, François, c'est une question de Chloé Legge qui s'interrogeait de savoir pourquoi les AOP souffraient plus de la crise que les IGP. Encore une fois, de manière générale, parce qu'on aura sûrement des particularismes locaux, et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, hein, d'énoncer des faits stylisés, mais on trouvera toujours des exceptions. De manière générale, les AOC sont en baisse. Alors parmi les AOC en baisse, on va surtout penser à Bordeaux, malheureusement, qui est la région qui va beaucoup baisser. Pourquoi? Parce que, pourquoi les AOC plus que les autres? Parce que si on consomme plus, on consomme aussi moins cher. Donc on a de manière générale à la maison, et ça c'est quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion de développer lors d'un prochain webinaire, mais on consomme plus, on consomme donc moins cher, et on consomme aussi des vins souvent de marque. Et les marques sont parfois un peu moins bien valorisées. Pourquoi on consomme des marques? Parce que en période de Covid, on est en période d'incertitude et on a besoin de se raccrocher à quelque chose de rassurant. Et la marque, on la connaît, la marque, on l'a déjà vue, on l'a déjà essayé et on sait ce qu'on a.
ce qui n'encourage pas la découverte de nouveaux vins. Alors bien sûr, il y a des catégories de consommateurs éclairés qui vont dépenser plus pour une bouteille, qui vont faire ce qu'on appelle du revenge spending, donc ils sont bloqués à la maison et ils vont se faire plaisir avec une bonne bouteille. Mais de manière générale, les consommateurs n'en sont pas là, et sur beaucoup de marchés, on revient vers des marques, vers des fondamentaux. On n'a plus le conseil du caviste pour monter un petit peu en gamme parfois, et on va à l'essentiel. Et l'essentiel, malheureusement, il est souvent un petit peu moins bien valorisé. Merci François. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos questions. Je remercie également nos intervenants pour toutes les informations utiles qu'ils ont partagées avec nous. J'espère que ce webinaire a renforcé vos connaissances et qu'il sera utile à relancer vos activités. La présentation est accessible, vous pouvez la télécharger. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et vous recevrez demain un lien pour le visionner à nouveau. En quittant ce webinaire, un questionnaire va vous être proposé. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le remplir. Je sais que c'est un exercice un peu fastidieux, mais il nous est très important pour nous améliorer et surtout vous proposer des contenus utiles pour vous. Bref, vous y gagnerez. On se retrouve le mois prochain avec un Focus Chine et j'espère vous y retrouver nombreux. Voilà, c'est le moment de nous séparer. Encore merci à vous tous. Prenez soin de vous, de vos proches et bonne relance à tous.